Pour terminer, juste un dernier point, je pense que c'est cette situation qui se transforme dans les années 70. On a vraiment une bascule dans l'histoire de l'automobile dans les années 70 qui est tout à fait centrale. Et tout ce qu'on raconte sur le Dieselgate et toutes les stratégies développées par l'industrie automobile, à mon avis, sont le contre-coup aussi de ce basculement des années 70. Qu'est-ce qui se passe dans les années 70 ? D'abord, c'est le moment où la mortalité routière atteint les sommets. Hein. C'est l'époque, en 72-73, 15 000 ou 16 000 morts sur la route en France. C'est pareil dans à peu près tous les pays européens. À cette question... mais ça ne suscite pas tant de débats que ça, finalement. Et c'est même assez fascinant à quel point 15 000 morts par an victimes de la voiture ne suscitaient pas tant de troubles que ça. Au fond, il y avait une sorte d'acceptation qui s'était construite pour les 3 raisons que j'avais évoquées précédemment. Mais à côté de ça, de cette vieille question du risque, de la dangerosité, il y a une autre question qui surgit là très fortement, c'est la question des pollutions automobiles. Dans les années 60, le développement automobile, disons, la démocratisation de l'automobile s'est installée dans tous les pays industrialisés. L'automobile a commencé à remodeler l'urbanisme, à remodeler nos espaces de vie, à rendre les populations de plus en plus dépendantes de cet outil pour leur transport. Et c'est dans ce contexte, évidemment, que commence à apparaître la question des smogs urbains. Le débat est déjà très vif à Los Angeles dès les années 60 parce que la topographie de la ville et l'ampleur des vastes banlieues pavillonnaires où tout le monde était équipé de voitures a fait que dès les années 60, la pollution de l'air à Los Angeles est une pollution directement liée à la voiture. Or, le débat se généralise dans les années 70 et il va y avoir une très forte conflictualité. Vous avez énormément de mobilisations, de mouvements sociaux, vous avez plein de manifs devant les salons de l'auto des années 70 contre les pollutions automobiles. Vous avez, même j'avais trouvé un reportage télé en 73 après le salon de l'auto à Paris, où vous avez un reportage assez sidérant à la radio, au lendemain du salon de l'auto, où vous avez un ingénieur qui est interrogé sur la question des pollutions automobiles, et l'ingénieur explique, mais de toute façon, l'automobile est un anachronisme en ville. On est en 73 et l'ingénieur explique que, effectivement, l'automobile, il faut trouver des manières de réorganiser l'urbanisation pour évacuer l'automobile de l'espace urbain. L'automobile peut avoir une utilité sociale, mais doit être restreinte à des usages pour lesquels elle est véritablement indispensable, etc. Il y a une donc très forte contestation des pollutions dans le contexte des années 68, il y a une mobilisation, il y a une montée des mobilisations environnementales dans tous les domaines, et l'industrie automobile va se retrouver très fortement mise en cause et accusée et condamnée. Ce qui va entraîner évidemment une série de réponses, puisque quand l'industrie est contestée frontalement, je ne vous parle pas des grèves ouvrières des années 68, en tout cas elle est contestée de plusieurs fronts, mais elle est contestée désormais aussi par des militants écologistes et pour des questions environnementales. Et l'industrie, donc quand elle est contestée frontalement, elle se doit de répondre. Elle va répondre par toute une série d'outils, elle va répondre d'abord par un certain nombre de promesses, un certain nombre de promesses techniques qu'on trouve dans la presse de l'époque. On annonce qu'on va inventer des filtres, qu'on va inventer des nouvelles formes de motorisation beaucoup plus performantes et qu'en l'an 2000, la consommation aura considérablement diminué. Le nombre de voitures, de toute façon, le taux d'équipement est considéré comme à peu près va se stabiliser en France et dans la plupart des pays. Donc on assiste à toute une série de promesses rassurantes pour résorber les contestations. Ensuite, vous allez avoir effectivement, dans les années 70, l'émergence des premières grandes réglementations. Notamment aux États-Unis, à partir des États-Unis, en Californie, les autorités vont prendre toute une série de normes. Alors c'est très complexe cette question. Il y a des historiens, des sociologues qui ont travaillé sur cette question des normes automobiles dans les différents pays. Et par exemple, il y a une étude que j'aime bien qui montre qu'en Grèce, les normes pour réguler l'automobile sont beaucoup plus strictes qu'en France ou dans les grands pays producteurs. C'est-à-dire le degré de rigueur de des normes mises en place pour réguler l'usage des automobiles dépend en partie de la présence dans l'imaginaire social et dans la société de ce secteur d'activité. Évidemment, en France, où l'automobile est si centrale, aux États-Unis, où elle est si centrale, il est beaucoup plus dur de réguler que dans des pays où l'essentiel des autos sont importés de l'étranger et pèsent négativement dans la balance commerciale. Donc là, il y a des enjeux qu'il faudrait... je pense que c'est un point très important. Donc, on met en place, à partir des années 80, un certain nombre d'éléments de croyances collectives sur l'avenir de la voiture propre, et on met en place un certain nombre de réglementations qui sont censées régler le problème. Le problème devait être réglé, et on découvre au début du XXIe siècle que le problème n'est pas réglé, pour au moins 3 raisons. Parce qu'en réalité,
la consommation, le nombre d'automobiles a continué d'augmenter assez substantiellement. Je parle juste des pays d'Europe de l'Ouest. Si en plus vous ajoutez tous les autres pays qui commencent à s'équiper selon les mêmes modalités que les pays industrialisés, le nombre d'automobiles dans le monde a explosé. En France, je crois, on est passé de 25 millions à peu près au début des années 70 à quelque chose comme 38, vous l'avez dit tout à l'heure, 38 millions aujourd'hui. Hein. Donc l'accroissement du parc automobile est tout à fait considérable parce que la diversification des usages fait qu'avant on avait une voiture, maintenant on en a deux, parce que l'expansion des zones urbaines s'est toujours accentuée, les formes de mobilité se sont toujours accentuées. Deuxième chose, et puis je m'arrête, je vous promets, deuxième point, c'est la promesse technologique. On annonçait donc des filtres à particules, on a annoncé toute une série d'innovations technologiques qui devaient résoudre le problème de la pollution automobile. Le problème, c'est le fameux effet rebond. Si la consommation individuelle et les émissions de polluants par automobile individuelle diminuent, l'augmentation du parc global fait que les pollutions dans leur ensemble augmentent, ou en tout cas restent les mêmes, et par ailleurs, entre les années 70 et aujourd'hui, la complexité des équipements, la complexité des matériaux, les performances des voitures se sont considérablement accrues. Donc ce qui était gagné d'un côté dans les améliorations techniques était perdu de l'autre par la réactivation permanente de cet imaginaire de la puissance de la voiture qui accompagne toujours le monde automobile. Et en dernière en date de ce phénomène, c'est cette mode des SUV et des grosses bagnoles dans un âge qui devrait être marqué par le retour à une voiture peut-être plus low-tech. Bon, j'ai été trop long déjà, donc je vais m'arrêter sur ce point, mais ce que je voulais... Alors juste un dernier point, excusez-moi, juste encore un dernier point. J'avais dit 3 raisons, en fait j'en ai dit que 2. Ah bah ça m'aidera dans la question. Non, et donc, ce que je veux dire, c'est qu'aujourd'hui, on est dans une situation, il me semble qu'on est assez proche de la situation des années 70. Les industriels de l'automobile sont sous pression, sont condamnés de multiples manières, sont accusés, y compris par l'opinion publique, comme le montre le Dieselgate, et donc, qu'est-ce qu'on fait ? Qu'est-ce qu'on fait? Alors, les pouvoirs publics promettent de nouvelles normes plus strictes qui, elles, seront appliquées contrairement aux précédentes, et les industriels promettent des innovations techniques qui, elles, résoudront le problème. C'est la fameuse voiture électrique. Alors ça, c'est magnifique, la voiture électrique. La voiture électrique, ça consiste non pas à résoudre le problème, ça consiste à le déplacer. Puisque il faudra toujours de l'énergie, donc au lieu de polluer à la sortie du pot d'échappement, on polluera d'une façon ou d'une autre dans les centrales nucléaires ou thermiques qui produiront l'électricité pour approvisionner les voitures. Et donc on est évidemment dans une impasse, et peut-être la seule solution, et là je termine vraiment là-dessus, la seule réponse ou la seule solution qui n'a pas été envisagée ni par les pouvoirs publics, ni par les industriels, c'est de mettre en place alors j'ai envie de dire, le mot est un peu, faut pas l'employer trop, mais une décroissance du désir d'automobile et en tout cas une diminution de l'emprise de l'automobile sur nos vies, sur nos villes, sur nos imaginaires. Et juste, encore un dernier mot et je m'arrête, je vous promets. J'habite en Bourgogne, à côté de Dijon, et à côté de chez moi, il y a un projet en ce moment, ils sont en train de construire un circuit automobile. C'est le circuit de Pronoi. Pronoi, c'était le premier circuit de Formule 1 en France dans les années 70, qui a été ensuite remplacé par Manicourt dans la Nièvre. Et là, ils ont comme projet, c'est un circuit qui fait 3 km de long, ils veulent déforester 15 hectares de forêt pour faire un deuxième circuit à côté de 2,5 km. Et vous savez comment ce circuit est justifié ? Il est justifié pour des raisons écologiques, de développement durable, puisqu'il s'agit de créer des circuits pour permettre aux constructeurs de développer la voiture électrique. Et donc là, la boucle est bouclée et la situation est compliquée.